Amis expatriés, bonjour. Quelle joie de vous retrouver dans ce beau studio avec la belle équipe de femmes expats. Et aujourd'hui, un panel de choc pour parler d'un sujet de choc. Et oui, sujet de choc, c'est le retour d'expatriation. Parce que, comme vous allez le revoir, c'est un moment évidemment clé, mais aussi complexe, voire difficile de cette phase d'expatriation. Donc vous tous qui nous regardez, bravo, parce que vous allez être mieux armés que des générations d'expatriés qui se sont pris le retour de plein fouet parce qu'ils n'étaient pas au courant. Donc on a tellement entendu dire oh, mais si seulement on nous l'avait dit avant, qu'on a fait cette émission avec ce beau panel que je vous présente. Pour parler retour, on va voir le retour dans toutes ses dimensions. Donc on va parler de la scolarité, et pour parler de la scolarité, on a la chance d'accueillir la fine équipe de l'Hermitage avec Jim Doherty, Jim qui est le président du groupe Hermitage, parce qu'il y a des écoles Hermitage maintenant un peu partout dans le monde, et Martha Asinski, Martha qui elle est directrice de l'école IB de l'Hermitage à Maisons-Laffitte. Donc Maisons-Laffitte, c'est juste à l'ouest de Paris. Bonjour Alex. Donc, vous allez être nos experts éducation aujourd'hui. Et puis, on va penser au logement. Et là, on a une approche originale à vous présenter, qui est celle de Givantine Niver, pardon Givantine, désolée, qui a une société qu'elle a fondée, qui s'appelle la Société de Courtage, comme le chiffre 2, qui propose une solution surtout d'achat pour les expatriés qui sont encore à l'étranger et qui veulent un jour revenir en France. Donc vous allez être aujourd'hui notre experte logement, Givantine. Et puis évidemment dans le retour, il y a, et c'est peut-être ce qui vous inquiète le plus, on va le voir avec vous, il y a les questions de logement, d'administratif, de sécurité sociale, de paperasse en fait. Et pour ça, on a une reine de la fiscalité. La reine de la fiscalité, c'est Stéphanie Lemaine-Tenaillot, qui est du cabinet Galahad. C'est un cabinet qui est spécialiste de la fiscalité pour les expatriés, donc on peut difficilement avoir un meilleur interlocuteur. Et puis, on ne va pas parler que, parce que c'est un peu le risque de parler que des aspects techniques, logistiques, mais il y a aussi les aspects intégration, sentiment d'appartenance, parce qu'on va le voir, la solitude, le sentiment un peu d'avoir perdu son expat, de pas arriver à en faire le deuil, ça fait aussi partie des gros enjeux du retour. Et pour parler de ça, on a la chance on parle de retour, on sera en plateau avec Londres, avec Fernanda Pinto, Fernanda qui est coach expert pour expat communication et qui a quand même bien vécu le retour. C'est pas parce que tu es à Londres que tu n'es pas rentré plusieurs fois en France. Donc tu vas nous raconter ça. Bonjour Fernanda. Première question, je vous disais, et on va l'étayer après par des chiffres, mais déjà, selon vous, votre expertise et votre expérience, quel est le plus gros enjeu du retour dans son propre pays, alors soit selon votre expérience personnelle, soit selon ce que vous voyez des expatriés que vous accompagnez, et on va commencer par l'équipe de l'Hermitage. Bon, merci Alex. Ce que j'ai vu avec les parents de l'Hermitage, il y a une grande question, c'est quand il revient en France, il y a une grande question, c'est que est-ce qu'il va continuer avec un système d'éducation de le pays qui vient, ou est-ce qu'il veut essayer de réintégrer dans le système français? Et souvent, on a des familles qui a choisi une école internationale dans le pays qui sont au moment. Et bien sûr, il peut revenir en France, il peut choisir une école internationale, comme on a à Hermitage à Maisons-Laffitte. Ou bien sûr, il peut décider de réintégrer dans le système français. Mais enfin, les systèmes sont très différents. Et pour les enfants qui étaient éduqués en France avant partir à la France, pour réintégrer, ça peut être assez facile, avec une teenager, quelque chose comme ça. Mais s'il y a un enfant de 7 ans, 5 ans, 8 ans, 8 ans, c'est un long temps pour un enfant de 8 ans. Et si tout ce qu'ils connaissent, c'est une éducation internationale, de réintégrer dans le système français, c'est une grande décision pour les parents. Et bien sûr, quand il revient en France, est-ce que ce sera la destination finale
Alors ça, ou est-ce qu'il va repartir dans 3 ans? Parce que les décisions d'éducation, c'est peut-être par rapport à combien de temps il va rester en France encore. Merci Jim. Peut-être que vous qui nous écoutez, vous êtes comme moi, vous dites « Ah bah ça commence fort, déjà ça y est, ça rencontre mes doutes et toutes les grandes questions qu'on se pose. » Je sais pas quel état on sera à la fin de ce tour de table, mais on continue quand même avec Martha. Très bien. Bon, pour répondre un peu à ce que Jim dit, effectivement, nous on le voit tout le temps à l'école. On a la beauté d'avoir des familles de partout dans le monde et beaucoup de familles qui sont des familles françaises ou avec au moins un des parents sont français, effectivement, qui choisissent ce retour. Et là, les défis sont effectivement non seulement dans le est-ce que je veux me retrouver à l'école, est-ce que je pourrais, est-ce que mon enfant pourra gérer le niveau de devoirs, de tests, vraiment de rythme d'école française, mais aussi est-ce que ce changement de vie, ce style de vie, en fait, je l'ai vécu moi-même, je continue à le vivre en tant qu'expat moi-même, mais un peu vivre dans une bulle, avoir beaucoup de contacts internationaux, une vie sociale tout autour de ça. Et effectivement, quand les familles reviennent, on est plus sûr si on va voir ça, et les enfants aussi, on a peur qu'ils vont pas retrouver leur place. Et ça, c'est difficile. On s'en veut en tant que parents. Est-ce qu'on est en train de leur enlever quelque chose? Quel sera leur chemin? Effectivement, dans leur propre pays. Et ils sont revenus en France, mais qu'est-ce qui veut dire être français alors qu'on a vécu à l'étranger en fait pendant des années? Voilà des propos qui résonnent très fort. C'est pas pour tous facile. ceux qui ont des enfants, c'est des grandes questions, c'est des belles questions. Merci Martha. Donc on continue le tour de table avec Stéphanie. Je pense que c'est peut-être que contrairement aux impatriés qui ne sont pas des personnes qui reviennent de l'étranger, qui viennent pour la première fois en France, les expatriés qui reviennent ont peut-être moins de problématiques à se réadapter au régime administratif français, système administratif français, notamment sur la partie sécurité sociale, parce qu'on n'a pas toute la problématique d'avoir un numéro de sécurité sociale. Quand on est français, on en a un et on le garde toute sa vie. Donc ça, c'est plutôt positif, même si ça dépend combien de temps on est parti à l'étranger. Hein, évidemment, le plus longtemps on est parti, le plus grand le choc du retour peut être. Mais c'est vrai que sur le plan fiscal, par exemple, il y a probablement beaucoup de choses qui auront changé depuis le départ des expatriés. Donc quand on rentre, on doit vraiment se réadapter. La stabilité fiscale n'a pas été forcément un grand point positif de la France au cours des décennies passées. Et donc, il y a notamment le fameux prélèvement à la source qui est rentré en vigueur depuis 2019, qui a quand même beaucoup changé le quotidien des salariés. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, un gros choc quand on rentre, surtout si on a un peu perdu le lien avec la France et qu'on n'a pas eu forcément des revenus imposables pendant la période où on était expatrié à l'étranger. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut vraiment se réapproprier le jour où on rentre en France. Je pense que c'est ça le plus compliqué. Merci beaucoup Stéphanie. Et pour vous, Givenchy, quel est le plus gros enjeu? Alors moi, je dirais que le plus grand enjeu, quand on rentre en France, quand on a pris la décision de rentrer en France, comment on va faire pour trouver notre logement? Est-ce qu'on va trouver le logement proche de l'école? Et par qui on va passer pour trouver le logement? Et donc, je pense que c'est une question cruciale parce qu'on a perdu tous les contacts avec les personnes avec qui on a l'habitude de travailler dans le passé. Lorsqu'il s'agit d'un Français qui rentre en France, lorsqu'il s'agit d'un impatrié qui n'a pas de lien avec la France, effectivement, pour lui, il sait pas par où commencer. Donc, est-ce qu'on va trouver... Là, on va regarder surtout pour les expatriés qui reviennent. Comment ils vont faire? Est-ce qu'on va plutôt appeler une agence immobilière classique? Est-ce qu'on va passer par un chasseur? Quel type de budget on va donner à notre chasseur? Est-ce qu'on va révéler toute notre situation personnelle? Ça peut être un peu frustrant aussi. Un agent immobilier, il aura tendance à vous demander toutes les informations personnelles de vous pour qu'il puisse calculer le budget et voir si vous êtes éligible pour louer le bien ou pour acheter le bien. Donc ça, ce sont des informations qui sont assez confidentielles. Effectivement, on n'est pas habitué lorsqu'on est expatrié à donner aussi facilement nos informations. Donc ça peut être quelque chose de stressant au début. Donc je dirais que c'est un des enjeux au début quand on arrive. Merci, donc on continue ce panel des réjouissances. Et pour toi, Fernanda, qui a fait plusieurs retours en France, qu'est-ce que tu as trouvé comme étant le plus gros enjeu quand tu es rentrée? Écoute,
Ben, je vais te répondre en qualité de coach, en fait. Cette fois-ci, pour moi le plus gros enjeu, c'est vraiment de prendre conscience le plus tôt possible que le retour, comme le départ, est une transition de vie importante. On rentre chez soi différent de quand on est parti. Alors, ça veut dire qu'on peut vivre une transformation intérieure, quelquefois même une confusion identitaire avec de nouvelles valeurs, de nouvelles croyances, ce qui peut créer ce qu'on appelle une dissonance, c'est-à-dire une perte d'ancrage avec la vie d'avant. En fait, on peut se retrouver étranger chez soi, dans sa famille, et même quelquefois étranger à soi-même. Alors, l'enjeu pour moi, il est vraiment de réussir à vivre ce passage entre ce qu'on était, ce qu'on est et ce qu'on veut devenir. Et donc, en fait, c'est de faire de ce retour, de cette transition, qu'elle soit subie ou voulue, une opportunité. Et en fait, et surtout, une opportunité de réalisation de soi. Ce que je trouve en fait être un assez bel enjeu en fait. C'est du lourd là que nous envoie Fernanda, merci beaucoup, parce qu'effectivement ce risque d'être étranger dans son pays, mais encore pire étranger à soi, je ne sais pas comment vous qui nous écoutez, vous le percevez, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions, ce sera aussi interactif que vous le voudrez bien. C'est effectivement un des mots qui peut-être vous semblent un peu pipeau, un peu coach, mais pour le vivre, c'est vraiment les enjeux cruciaux de cette période. Et pour vous guider là-dedans, parce que le but c'est pas du tout que vous ayez peur en vous disant oh là là, comment est-ce qu'on fait maintenant qu'on nous a mis tout ça sur la table, on va déjà mettre quelques chiffres. Parce que vous savez que chez Expat Communication, on a ce baromètre, on vient de finir une enquête là, à laquelle vous avez été très nombreux à répondre. Et là, il y aura en septembre prochain une nouvelle enquête sur le retour. Donc là, les chiffres qu'on a datent d'un peu plus d'un an, mais ils sont quand même tout à fait valables parce que c'est des choses qu'on retrouve régulièrement. Et on a demandé pour vous, aux expatriés, qui étaient déjà revenus en France, ce qu'ils avaient trouvé difficile pendant leur retour. Donc là, vraiment, au début, c'est les chiffres des expats, qui sont passés par cette phase-là. Et vous voyez que le plus difficile pour eux, à 25%, c'est la baisse du niveau de vie. Donc ça, c'est vraiment être un enjeu. Et on ne parle pas que d'expats d'entreprise, c'est expats dans toutes ces exceptions, même ceux qui étaient en contrat local, mais souvent aussi à cause du travail du conjoint. Tout à coup se retrouver avec un seul salaire. C'est deuxième point presque à égalité, donc il est vraiment majeur ce point, alors qu'il n'est pas toujours bien identifié. L'impression que mon expatriation n'est pas valorisée. Ensuite, le sentiment de solitude et d'exclusion, ce fameux étranger dans mon propre pays dont parlait Fernanda. Il y en a que 10% qui disent, enfin 9%, qui disent moi j'ai pas eu de problème particulier. Et enfin, se réadapter à l'organisation sur place, ça c'était moins fort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ceux qui sont revenus, quand on leur demande est-ce que votre retour a été plutôt facile ou plutôt difficile, bon, heureusement il y en a un tiers qui trouve que c'est facile, et on va tout faire pour que vous, qui nous écoutiez, vous fassiez partie de ce tiers-là, et que ce tiers devienne au moins une moitié. Et là, on sera fiers et on n'aura pas travaillé pour rien tous ensemble. Mais il y en a quand même les 2 tiers aujourd'hui qui disent « j'ai trouvé cette phase difficile ou très difficile ». Et voilà. Donc, un point crucial. Et pourquoi est-ce qu'ils ont trouvé cette phase difficile? Essentiellement parce qu'ils ne se sont pas préparés. Et pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas préparés? Parce qu'ils n'en voyaient pas l'intérêt. Et voilà ce que nous disent. Là, on interroge ceux qui sont encore à l'étranger. Et vous voyez, il y en a 43% qui disent, enfin, quand on dit que vous êtes préoccupés par votre retour, 43% qui nous disent non, pas du tout. 20% qui nous disent ni oui ni non, c'est-à-dire en réalité non. Et un tiers seulement qui sont préoccupés ou très préoccupés. Selon une jolie phrase de mon associée Stéphanie, ce qu'il faut, c'est pas se préoccuper, c'est s'occuper. Donc maintenant, je vous propose que pour limiter ce 70% d'expatriés qui trouvent que le retour a été difficile, je reviens vers vous, chers experts qui êtes avec nous, pour se dire, bon allez, ensemble, on se construit une checklist, on se pose les bonnes questions et on travaille dessus pour se donner un guide très pratique de comment est-ce qu'on réussit son retour. Et ma première question sera pour Fernanda.
à Londres. Fernanda, quand est-ce qu'on commence à se préoccuper du retour? Est-ce que 1 an avant, 6 mois avant, quel est le bon moment? Je pense qu'en fait, c'est dès le départ. C'est dès le départ et régulièrement. Ce qui ne veut pas dire que on ne vit pas l'instant présent et qu'on ne vit pas le moment présent dans le pays où on est, etc. Mais on garde ça dans le coin de sa tête. Voilà, on crée des jalons pour pas se déconnecter de son pays d'origine. Merci, ça c'est une réponse cruciale et sur laquelle on insiste beaucoup chez Expat Communication. Tout ce qu'on laisse, on le retrouvera. Et une bonne expatriation, une expatriation où on parle du retour dès le départ. Ok, mais je passe quand même à la question suivante, parce que tout ça est encore bien magmateux pour moi. Quand est-ce qu'on commence à se préoccuper du retour? Et là, je vais avoir des questions pour vous tous. Déjà, pour l'équipe de l'Ermitage, quel est le bon âge pour les enfants pour revenir dans leur pays d'origine? Bon, mais comme le dit Fernanda, en fait, tout ça, ça fait partie d'un plan. Et effectivement, ils pensaient aux phases des enfants. Quel âge est-ce que l'aîné va avoir au moment où on va revenir? Est-ce que le plan, c'est qu'il va aller à l'université en France? Donc, réfléchir à toutes les possibilités. Après, bon, on sait aussi que les plans changent. Et en fait, nous, on accueille souvent des familles qui sont revenues peut-être plus tôt ou au milieu de l'année parce que quelque chose a changé. Et bon, là, il faut rechanger aussi les plans. Mais effectivement, penser aux phases scolaires, quand il y a par exemple le début du collège ou du lycée. Et comme je l'ai dit, réfléchir vraiment à comment ce voyage va amener l'enfant à la fin à faire son choix universitaire, que ce soit en France ou souvent ailleurs. Parce qu'il faut pas oublier qu'ayant habité à l'étranger, nos enfants internationaux peuvent après avoir envie de repartir. Donc, quand on a plusieurs enfants, il faut faire un peu la part des choses entre les enfants aussi. Et voilà. Si jamais on se met dans le moule de peut-être une majorité de ceux qui nous écoutent, mais vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à commenter là-dessus. Imaginons que pour l'instant on se dise qu'on aimerait bien que nos enfants fassent leurs études en France. Peut-être. Dans ce cas-là, il vaut mieux rentrer pour quel âge? Plutôt pour la seconde? Plutôt avant? Effectivement, si à l'étranger ils n'ont pas fait le système français, ça serait idéal en fait au cours du collège ou au début du lycée, effectivement. Après, il y a aussi des possibilités de continuation d'éducation. Donc, si les enfants ont été dans le système international, il existe des écoles internationales en France qui font qu'on peut continuer ce programme international étant en France et prévoyant une université en France. Donc ça, et là, aussi, là j'aurais une question qui n'était pas du tout dans le programme, mais mon enfant a fait ses études dans un lycée international, il rentre au lycée dans une école internationale avec un IB, sur Parcoursup, qu'est-ce qui va se passer? Il sera considéré comme un lycéen français? Alors, en fait, je dirais, s'il va sortir avec un diplôme IB, il sera considéré comme un élève international. Donc voilà. Donc ça peut être aussi tactiquement intéressant. Ça peut aussi être intéressant. Donc là, tout va dépendre de l'anglais plutôt que du français. Ouais. Si je peux juste ajouter, bien sûr, la chose qui est le plus important, c'est la phase d'éducation, comme Martha l'a dit. Mais en même temps, si vous cherchez une très bonne école, ou une école dans un endroit particulier, il faut aussi faire attention que les classes sont chargées, des fois. Mm-hmm. Alors, bien sûr, peut-être vous voulez revenir et entrer la seconde, mais des fois, les secondes, c'est déjà chargé. Alors, il faut bien préparer avant pour savoir est-ce qu'il y aura des places dans l'école que je veux mes enfants, ou est-ce qu'on doit revenir 1 an plus tôt pour nous assurer qu'on va avoir une place. Et ça, on sait que dans les écoles privées parisiennes, il faut s'y prendre dès le mois de septembre. À l'Ermitage, il faut s'y prendre quand, si jamais on veut rentrer? Nous on est, enfin, à l'Ermitage, on a 2 écoles. On a les écoles, enfin, on a 4 écoles, mais on a les écoles qui suivent le curriculum français. On a un primaire, collège, lycée. Et à côté, on a l'école IB. Enfin, Martha, c'est la directrice de l'école IB. Et nous, on prend
parce qu'on a beaucoup soit les expats ou les Français qui reviennent en France. Nous, on a des points d'entrée dans chaque année, dans toute l'année, pardon. On prend les enfants de tous les mois dans l'année. Bien sûr, dans la section française, c'est plutôt, il commence en septembre. Il y a plus de flexibilité dans l'école IB. Mais ça dépend de l'école et ça dépend des places. Ouais. Donc on peut s'inscrire à n'importe quel moment, mais ça dépend un peu des places. Okay. Oui. Ouais. Et on peut montrer à l'écran, pour ceux qui veulent aller plus loin sur ces questions de scolarité, sur le site Femmes Expat, vous pouvez trouver le guide de la scolarité internationale. Bon, il y a toute la checklist du retour dans le guide du retour que vous voyez là. Et on a aussi un guide de la scolarité internationale avec plein de détails sur la scolarité. Merci beaucoup de le montrer. Donc, on voit que pour le retour des enfants, il y a déjà toute une réflexion à avoir avec des périodes charnières, peut-être de la technique en disant si je veux qu'il y ait une place en seconde, j'ai intérêt à revenir dès la 3e. Enfin, voilà, c'est des discussions à avoir, mais il y a aussi des discussions en fonction administrative fiscale surtout. Nathalie, quels sont les bons moments pour rentrer? Il y a quand même des phases cruciales. Alors en fait, bon, ça reste probablement un peu annexe par rapport à toutes les problématiques vraiment liées à la famille, mais c'est vrai qu'il y a sur le plan fiscal un régime qu'on appelle le régime des impatriés qui permet, lorsqu'on respecte un certain nombre de conditions, d'avoir, lorsqu'on rentre en France, des exonérations qui sont tout à fait intéressantes sur une partie des revenus professionnels et aussi sur une partie des revenus passifs. Donc les impatriés, c'est pas que les étrangers qui arrivent en France, c'est aussi nous Français qui revenons en France. Oui, dans le principe, c'est-à-dire qu'il faut quand même faire un petit peu attention, c'est-à-dire qu'on a l'idée, c'est que normalement, si vous revenez d'expatriation sur le même poste que celui que vous avez quitté quand vous êtes parti et que bon voilà, on peut dire que c'est vraiment une reprise de fonction, il peut y avoir un enjeu, donc ça c'est un point à vérifier. C'est pas forcément applicable au régime des impatriés, mais c'est vrai quand on est parti plus de 5 ans et donc l'une des conditions pour bénéficier de ce régime, c'est qu'il faut avoir été non résident en France pendant les 5 années civiles qui précèdent la reprise de fonction en France, donc l'année du retour. Et quand on est parti de plus de 5 ans, ça arrive quand même très souvent que le jour où on revient, on ne soit plus du tout sur les mêmes fonctions que celles qu'on a quittées. Donc dans ce cas-là, normalement, on devrait pouvoir bénéficier du régime. Mais il faut quand même faire attention à ce point-là, et ça, c'est des discussions qu'il faut avoir avec son employeur pour être sûr qu'on rentre bien dans les clous. Mais si, en tout cas, il n'y a pas de problématique liée à la nationalité, ça c'est sûr. Donc on peut tout à fait être français, avoir vécu longtemps à l'étranger et travailler en expatrié, en contrat local, et revenir en France et bénéficier du régime des impatriés. Donc lorsque on se pose des questions sur la date du retour et qu'on est à la charnière des 5 années, on va dire que ça peut être le petit truc en plus de vérifier qu'on respecte bien les 5 années de résidence fiscale à l'étranger, parce que ça nous est arrivé de voir des personnes qui ont raté l'application du régime à 6 mois, et là, bon, voilà, on n'est pas forcément ravis quand c'est comme ça. Il peut y avoir quand même des sommes importantes en jeu. Voilà, il y a des sommes importantes en jeu, donc ça peut être intéressant quand même d'avoir ça, en tout cas, dans l'esprit lorsqu'on réfléchit, pas forcément depuis le début, la fiscalité, pas forcément un des points qui reste dans l'esprit de toute la mobilité, mais au moins quand on commence vraiment à envisager le retour, d'avoir ce point-là en tête. Un autre point qui est important, c'est que pour bénéficier du régime des impatriés, il ne faut pas être revenu d'abord et ensuite rechercher un travail. Donc si on n'a plus de lien, par exemple, avec son entreprise française, mais qu'on est purement local et que on veut revenir en France, il faut avoir retrouvé un emploi en France avant de revenir. Donc ça, c'est très important parce que si vous revenez et qu'ensuite vous vous mettez à chercher du travail, ça ne fonctionne pas. Et c'est aussi important quand on fait rentrer par exemple la famille un petit peu en avance justement pour se caler sur les rentrées scolaires ou parce que, enfin voilà, pour réadapter les enfants un peu en amont, etc. Il faut faire attention parce qu'il faut être en mesure de prouver que le moment où la famille est rentrée, on avait déjà pris les contacts et on avait déjà finalement trouvé un nouvel emploi en France, mais que la période entre le retour de la famille et le retour effectif en France du salarié n'est que finalement une période où on finit son préavis, par exemple, localement, et qu'ensuite on prend ses fonctions vraiment au moment où on rentre. Mais qu'au moment où la famille est arrivée, il y avait déjà cette certitude d'avoir ce nouveau contrat de travail en France pour pouvoir bénéficier du régime des impatriés. Voilà, c'est les 2 points à avoir en tête en ce qui concerne spécifiquement la date du retour.
sur la partie fiscale. Merci beaucoup. Voilà des infos simples et qui peuvent vous éviter des frustrations importantes au retour. Sur la date du retour. Bon, on prépare son départ on prépare son retour depuis son départ. On choisit la date en fonction de son projet professionnel, son projet de vie, des enfants, et on l'ajuste sur des questions fiscales. Et on rentre où? Ça, c'est une question qu'on entend souvent dans les couples. Est-ce qu'il y a des régions plus ou moins favorables? Alors pour tout ce qui est où est-ce qu'on rentre et comment on rentre, etc. C'est vrai que c'est pas évident de choisir la ville. La première solution, c'est de voir la ville où on a grandi. Là, on a notre famille. Là, on a passé peut-être l'école, passé plusieurs années de sa vie. Donc ça peut être un premier point. Donc chercher un appartement, une maison dans ce coin-là. Ensuite, d'aller voir les écoles. Pour beaucoup, ils vont choisir la ville par rapport à l'école. Donc si les gamins sont pris dans l'école, eh ben les personnes vont chercher un appartement, une maison autour de cette école. Donc c'est d'abord voir les liens familiaux d'abord, donc peut-être les parents, parce que c'est l'occasion d'aller se retrouver et de se poser pas loin de ses parents. Ensuite, s'il y a une école, ben on se met proche de l'école, c'est ce qu'on voit. Ensuite, nos clients de manière générale, ils vont choisir les grandes villes pour tout ce qui est les transports, les voyages, les aéroports, c'est beaucoup plus simple pour eux. Et ensuite pour les entreprises, donc ça dépend aussi, est-ce qu'on rentre avec un contrat français ou est-ce qu'on se met à chercher un nouvel emploi, est-ce que madame va travailler, est-ce que monsieur va travailler, qui va travailler, etc. Toutes ces questions-là. Est-ce qu'on va choisir plutôt une grande ville, on va dire patrimoniale, comme Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon, où le prix au mètre carré est assez élevé, il faut le dire, ou est-ce qu'on va choisir une ville intermédiaire, on va dire Lille, Strasbourg, Nantes, où le prix est plutôt abordable et on trouve également de très bonnes écoles. Donc toutes ces questions-là, on va les poser, le plus tôt on les pose, mieux c'est. Je pense que c'est la première chose que tout le monde dit, mais effectivement pour certaines familles, il est possible de se poser ces questions-là au début. Et on a des familles, effectivement, ils savent qu'ils vont rentrer 2 mois avant la fin de l'école. Et dans ce cas-là, tout s'enchaîne. Donc la première question, est-ce que j'appelle quelle école? J'appelle quel agent immobilier? Est-ce que je passe par un chasseur d'appartements? Est-ce que je vais passer par un expert immobilier? Comment je vais faire? Est-ce que je contacte mes amis? Donc toutes ces questions-là vont se poser. Et nous, en tant que courtier, on intervient donc auprès de ces gens-là en amont. Donc on va les accompagner, on va les guider sur le choix soit de l'agent immobilier ou de la ville par rapport au prix au mètre carré, par rapport à ce qu'ils vont trouver, les avantages et les inconvénients des villes. Donc on va les assister à ce niveau-là. Donc vous les reconnectez au marché immobilier français. Bien sûr, bien sûr. Et on va pouvoir leur donner, comme vous faites le baromètre, on va pouvoir leur donner, voilà, dans telle ville, le prix est le prix au mètre carré est de temps. Donc si vous allez un peu plus loin, peut-être dans une ville secondaire, pour le même budget, vous allez peut-être récupérer 10 mètres carrés. Donc on va faire une étude globale en amont pour connaître la capacité d'emprunt, le budget, les conditions d'emprunt pour que le client puisse se projeter à savoir combien ça va lui coûter tous les mois, est-ce que ça vaut le coup de louer, ça vaut le coup d'acheter et quelles sont les conditions financières. Merci beaucoup Givenchy. Là, on est dans un scénario idéal d'acteurs rationnels et surtout d'accords au sein du couple. Maintenant, quand moi je discute avec des couples, souvent, ce qu'on j'entends, c'est oui, mais on n'est pas tout à fait d'accord entre nous. Oui, mais il y a quand même vraiment une épine ou une discordance dans notre projet. Et même une expat me confiait il y a pas longtemps, avec mon mari, c'est devenu tabou. On ne parle plus retour. On sait ça va sortir, mais on est tellement pas d'accord, on n'arrive tellement pas à se mettre d'accord, ni même à parler de ce sujet de la ville de retour, qu'on l'a mis sous le tapis. Comment est-ce qu'on fait ça, Fernanda? Là, c'est vraiment, je crois, une question pour les coachs. Et c'est une question que nous, expats, on connaît bien. Comment on fait pour faire face à ces questions de fond en famille quand ça vient pas? Ouais, c'est vrai que toutes ces questions peuvent quelquefois, je suis un peu l'oiseau de mauvais augure aujourd'hui, j'ai l'impression, mais peuvent quelquefois ébranler un couple et remettre en question pas mal de choses. Alors moi, j'aurais tendance à vous dire, faites appel à un coach. En fait, l'idée, c'est vraiment de réussir à faire converger les points de vue sans qu'aucun des deux n'ait le sentiment que l'un ou l'autre est perdant dans cette histoire.
Voilà, c'est vraiment de réussir à définir quelles sont les pertes acceptables pour l'un et pour l'autre, ce qu'on accepte de perdre, ce qu'on va gagner, et que chacun n'ait pas le sentiment en fait de renoncer à soi. Voilà, c'est ça qui est important, c'est de réussir à converger les points de vue. C'est pas un travail facile, hein. Non, là aussi, bon, ok. Mais ce que tu dis comme première étape de voir pour chacun ce qui est la perte acceptable, effectivement, c'est un peu prendre le problème à l'envers, quoi. Pas qu'est-ce que je veux gagner, mais entre ce que je veux gagner et ce que je suis prêt ce à quoi je suis prêt à renoncer. Il y a certainement quelque chose qui se joue. Merci Fernanda. On va imaginer qu'on s'est mis d'accord. Alors, ça fait... on a fait ce raccourci rapidement. Quand est-ce qu'on rentre? Donc on a une ville. Maintenant, je reviens vers Givenchy. Givenchy, on achète ou on loue? Quelle est la question, Alix. La question de savoir si on achète ou on loue. Vous aviez fait une très bonne remarque tout à l'heure. Il est plus facile d'acheter pour un expatrié qui rentre en France que de louer. Effectivement, peut-être qu'il est plus facile d'acheter. Donc, lorsqu'on a la possibilité alors qu'on est à l'étranger, qu'on a la possibilité de choisir une ville, parce que pour différentes raisons, les personnes savent, parce que c'est un retour à Paris, parce que le travail est à Paris, donc c'est très facile de dire, voilà, je vais acheter un appartement dans les arrondissements qui me plaisent. Donc on fait un choix d'arrondissement et derrière, on fait également le choix du bien. Est-ce qu'on va sur un petit budget, moyen budget, gros budget? Donc tout ça, ça dépend de la situation financière de chacun. Donc on va faire des calculs, nous, en interne, à savoir combien ça va coûter à l'achat et combien ça va coûter si c'était en location. Donc parfois, il est plus intéressant d'acheter parce qu'on sait que la personne ou la famille va rester en France pour plusieurs années. Donc ça, on le sait parce qu'on est parti sur un contrat de 3, 4, 5 ans et on sait que le contrat va être renouvelé. Dans ce cas-là, on prend le choix, la décision d'acheter la maison ou l'appartement en fonction de l'endroit où il y aura l'école des enfants. Et nous, on va les accompagner sur ce point-là. Donc, on va faire le calcul de capacité d'emprunt et on va donner toutes les informations nécessaires aux clients pour qu'ils puissent donner à l'agence immobilière, au chasseur d'appartements ou de maisons, le budget qui lui convient pour qu'ils puissent faire les bonnes visites d'appartements et ensuite faire une bonne offre au marché. Et pareil, même sur le prix du bien, on va pouvoir l'assister. On va pouvoir lui dire, voilà, le bien que vous regardez actuellement, il est au-dessus du prix du marché ou il est vraiment au prix du marché. Donc, ne faites pas de bêtises, ne faites pas une offre en dessous du prix, vous risquez de le perdre. Donc, on va vraiment l'assister à ce niveau-là pour lui donner le maximum d'informations pour qu'il puisse obtenir la maison de ses rêves. Beaucoup de clients ont des coups de cœur, donc ça nous arrive. On a des clients qui nous appellent lundi pour dire tiens, on va visiter une maison à tel endroit. Et ben mercredi soir, ils ont fait une offre. Ils ont fait 2 visites. Ils n'ont pas eu le temps de faire d'autres visites parce qu'ils ont toute la famille a le coup de cœur. Et là, il faut aller vite. Et donc là, il faut aller vite parce qu'il y a l'école, il y a le déménagement. Et on sait qu'en France, c'est 2 mois, 3 mois le délai pour obtenir un prêt, donc pour passer chez le notaire. Donc tout ça, ça rentre dans un plan. Et donc, c'est notre rôle également de tout faire pour que tout ça, ça rentre et ça matche par rapport aux objectifs d'installation de la famille. Merci beaucoup. D'accord, donc on a trouvé on se met d'accord pour savoir si on loue ou on achète. Et puis, je continue à détricoter la pelote du retour. Et peut-être que pour beaucoup, ça sera quand même en amont. Il y a la question du travail. Donc, peut-être qu'il y en a un des deux qui a un job au retour. Peut-être qu'il y en a, en tout cas, très souvent, le conjoint doit se réinventer. Ça va être la grosse étape du retour aussi. Fernanda, tu accompagnes des personnes des conjoints qui cherchent du travail au retour. Quels sont les grands enjeux pour ce retour professionnel ? Écoute, la situation est effectivement, comme tu l'évoques, différente selon si tu rentres au siège finalement, si tu retournes dans ton entreprise d'origine ou si finalement tu dois te remettre en recherche d'un emploi. Moi, j'ai une petite anecdote là-dessus. Je connaissais une DRH qui disait avec beaucoup d'humour. Alors, les expats trouvaient ça moyennement drôle, mais elle avait coutume de dire quand tu pars, t'es une solution, quand tu reviens, t'es un problème. Et c'est vrai que ça évoque bien malgré tout le fait, parce qu'il y a
de nombreuses fois où ça se passe très très bien, hein, mais c'est vrai que ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué parce que quand on rentre d'expatriation, en règle générale, on était dans des entreprises avec des structures plus écrasées, avec des circuits de décision plus courts, avec plus de responsabilités, et on revient en fait dans une organisation qui est plus lourde, plus pyramidale, où finalement on est aussi moins visible. Donc c'est un peu c'est difficile parce que les gens ont changé, les structures ont changé, les organisations aussi, encore plus aujourd'hui qu'avant, hein, parce que ça va très très vite. Le fait que les gens travaillent aussi de plus en plus en télétravail, ça complique aussi le retour parce qu'on est moins en contact avec les autres. Donc le gros enjeu, il est vraiment de prendre, même quand on revient dans son job, de prendre le temps de prendre conscience toujours que les choses ont changé, que soi-même on a changé, que les choses ont changé, que quelquefois on va pas reconnaître, on va pas réussir à valoriser les compétences qu'on a développées pendant son expatriation, et aussi quelquefois être patient. Voilà, ça c'est important. Et puis en fait pour les conjoints qui rentrent et qui vont chercher un nouveau job, c'est en fait de mettre en branle tout ce qu'induit la recherche d'un emploi, hein, et c'est de travailler son CV, c'est de retravailler son réseau. Mais ça justement, si on a anticipé les choses, c'est quelque chose qu'on a fait. On a continué à développer son réseau pendant toute la période d'expatriation. C'est aussi alors son LinkedIn, travailler son LinkedIn, tout ça, voilà. C'est aussi savoir pitcher. Finalement, ça c'est très important, savoir pitcher son expérience à l'international. C'est-à-dire savoir pitcher aussi, même quand on n'a pas bossé à l'international, c'est de savoir pitcher toutes les compétences, toutes les soft skills que on a développées en vivant à l'étranger. Et puis, c'est mettre en place la politique des petits pas. C'est ce qu'on appelle les 5 P en coaching, c'est petit pas par petit pas, prendre le temps de réfléchir, de développer, de définir un plan de carrière, de mettre en place cette stratégie de recherche, et de prendre, c'est une opportunité aussi de se réfléchir pour retrouver sa place, pour se réinventer. C'est une opportunité aussi, ça. Et c'est comme ça aussi qu'il faut le voir. Et puis ensuite se mettre en action. Et typiquement à l'X, il y a le job Booster Cocoon, hein, par exemple chez Expat Communication, qui permet en fait tout ce travail-là pour les conjoints de redéfinir en fait un plan de carrière. Merci beaucoup. Je retiens les petits pas à petits pas, les 5 P du coaching, particulièrement adaptés pour les conjoints qui reviennent. Et je reprends le fil de notre tour, petit pas à petit pas. On a une école, on a maintenant on va se dire qu'on a un travail chacun, et on va revenir à l'administratif, Stéphanie. Maintenant qu'on est arrivé, qu'est-ce qu'il ne faut pas rater? Et on a d'ailleurs une question d'une personne en ligne qui nous dit la première déclaration fiscale, on l'a fait quand? Alors effectivement, pour répondre à cette question, dès qu'on revient en France et qu'on redevient résident fiscal français, on redevient redevable d'une obligation déclarative mondiale envers l'administration fiscale française. Donc, quand bien même on arriverait vers la fin de l'année, on va devoir déposer une déclaration au titre des revenus perçus depuis la date du retour jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va payer des impôts, parce que compte tenu du fait que plus on arrive tard dans l'année, moins le niveau de revenu à déclarer sur cette année sera élevé, et donc compte tenu de l'application du barème progressif, on n'aura peut-être pas beaucoup d'impôts à payer, voire pas du tout. Mais oui, on a une obligation déclarative dès qu'on rentre en France. Donc ça, c'est effectivement les choses à pas rater. C'est sur la partie fiscale, comme je disais tout à l'heure, quand on est français et qu'on revient, on se dit qu'on connaît un petit peu quand même le régime fiscal français, ce qui n'est pas complètement faux, mais il est possible qu'il y ait beaucoup de choses qui aient changé, et notamment le fait que pendant la période où on était en expatriation, si on avait par exemple des revenus de source française parce qu'on avait mis en location son appartement ou sa maison pendant la période où on était en expatriation, on a conservé une imposition en France qui figure probablement sur l'espace en ligne qu'on a toujours. Et donc, là, on se dit, c'est pas grave, on n'a rien à faire au moment où on rentre parce que tout va rester en l'état. Alors, c'est pas totalement vrai parce que le prélèvement à la source
qui donc est en place en France depuis 2019, est assez particulier puisque le taux qui s'applique sur les salaires est un taux calculé par l'administration fiscale sur la base des informations qu'elle connaît de vous, de vos revenus imposables. Donc par définition, si vous n'aviez que des revenus de source française, donc par exemple des revenus fonciers imposables en France pendant la durée de votre expatriation, elle va se fonder là-dessus pour faire le calcul du taux, ce qui sera complètement déconnecté de la réalité de votre rémunération en tant que salarié. Et donc, si vous ne faites rien, c'est ce taux-là qui va s'appliquer toute l'année sur vos revenus salariés. Et donc, ça veut dire que potentiellement, sauf si vous aviez de très gros revenus fonciers, vous allez être sous-prélevé, ce qui veut dire que l'année où vous allez déposer votre déclaration de revenus, alors c'est probablement pas la première année si on arrive en fin d'année, mais par exemple la première année entière, on aura une mauvaise surprise parce qu'au moment de l'avis d'imposition, on va avoir un gros solde d'impôt à payer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'évaluer, en fait, d'estimer ses revenus imposables de l'année qui va suivre le retour, donc l'année entière, et ajuster, on dit moduler son taux de prélèvement à la source en ligne sur son espace impôt.gouv de façon à moins être à peu près au niveau du taux qui devrait être le sien et donc être prélevé comme ça mensuellement par son employeur. Donc ça, c'est une première chose à avoir en tête. Quand on est parti très longtemps et qu'on n'avait pas de revenus de source française pendant la durée de son expatriation, on a un numéro fiscal mais qui est ancien et l'administration fiscale va pas reconnaître. Et donc au bout de 3 ans de départ et quand on n'a pas du tout de revenus imposables en France, l'administration vous connaît moins et donc il faut recommencer, il faut faire une demande d'identification et effectivement demander aussi un taux personnalisé de prélèvement à la source. Donc tout va dépendre un petit peu de la façon, enfin de ce qui s'est passé pendant la durée de l'expatriation en fait et de cette durée, si ça a été très long ou si ça a été relativement court. Voilà, donc ça, c'est les choses qu'il faut avoir en tête, parce que si on ne fait rien, entre guillemets, c'est pas très grave, hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous allez juste être surprélevé pendant une année, mais alors sous-prélevé si vous aviez des revenus fonciers plus bas pendant la durée de votre expatriation, ou surprélevé si vous n'en aviez pas et que votre taux est le taux neutre. Et à la fin, vous allez être remboursé si vous êtes surprélevé. Mais voilà, tout ça, c'est juste de l'anticipation de comment on veut gérer son impôt. Est-ce qu'on veut faire les choses de façon lissée, comme maintenant tout le monde est un peu habitué avec le prélèvement à la source, ou est-ce que on est prêt à devoir soit être remboursé parce qu'on a payé beaucoup trop pendant un an, ou alors justement devoir payer beaucoup plus. En général, ça c'est plus compliqué à gérer parce qu'on l'a pas forcément anticipé. Voilà. Merci beaucoup, Stéphanie. Je paie le premier. Ouais, voilà, c'est ça. Maintenant qu'on a en plus dérempli notre déclaration d'impôt, on est mi-mai, il est temps de le faire, on va s'intéresser aussi à la bonne attitude de retour. Parce que vous avez vu dans les difficultés dont nous parlaient les expatriés, ils nous parlaient du niveau de vie, donc l'importance d'avoir bien ajusté son taux de prélèvement, de l'administratif un peu, mais aussi beaucoup du sentiment de solitude, de son sentiment de ne pas valoriser son expatriation. Fernanda, tu nous as fait rêver tout à l'heure en nous parlant d'opportunités, que le retour était aussi une opportunité. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette bonne attitude qui permet de faire partie du tiers gagnant du retour et pas des 2 tiers qui trouvent ça difficile? Écoute, je pense que pour faire partie du bon tiers, c'est vraiment ne pas minimiser, on en entend beaucoup parler, hein, de pas minimiser ce qu'on appelle le choc culturel inversé. Ça veut dire que, au même titre qu'au moment du départ, quand on va dans un pays étranger, il faut se réadapter à sa vie, à sa culture d'origine, et donc vraiment le préparer, parce que rentrer chez soi, ça peut ne plus apparaître comme un lieu familier, rassurant, comme on pourrait s'y attendre, mais comme un lieu frustrant, agaçant, décevant. Et ça peut déclencher même des sentiments plus forts, hein, de tristesse, d'abattement, d'irritabilité, voilà, d'émotivité. Tout ça, en fait, il faut le prendre en compte. Il faut savoir qu'on n'est pas les seuls à le vivre, hein, et pour ça, il faut s'entourer de gens qui ont vécu des expériences similaires. C'est important, en fait, de pouvoir partager ces sentiments forts, hein, d'être accompagné, que ce soit effectivement par sa famille, par ses amis, par un coach potentiellement également, mais de ne pas faire comme si ça n'existait pas.
parce que le choc culturel inversé, ça existe et c'est quelque chose qui est fréquemment vécu par les expatriés quand ils rentrent. Donc, se préparer au choc culturel inversé, en faire une opportunité, pouvoir se réinventer, comme tu le disais, c'est trois bonnes attitudes. J'aimerais aussi savoir l'avis pour les enfants et pour l'école de Jim et de Martha de l'Ermitage. Quelle est la bonne attitude vis-à-vis de nos enfants, parce que ils vont souvent arriver dans un système qu'on connaît pas forcément bien, si jamais ils reviennent dans l'école française, qu'on a un petit peu oublié. Comment est-ce qu'on peut les soutenir dans ces décalages? Ouais. Bon, je veux bien parler des enfants parce qu'effectivement, ils sont aussi très vocaux en fait, et ils peuvent dire je veux pas partir, moi je veux pas rentrer. Et en tant que parents, ça c'est difficile. Et effectivement, il faut leur laisser aussi leur espace, leur voyage de transition. Et les préparer en même temps. Donc, c'est un peu entre les deux choses, créer des opportunités en arrivant pour peut-être continuer à parler de qu'est-ce qu'on vivait quand on habitait en Thaïlande, en Italie, au Japon, et de créer des connexions pour les maintenir encore en vie. Et en même temps, de les aider petit à petit à trouver des nouveaux amis, peut-être pour les parents d'organiser des goûters entre les enfants pour que les enfants puissent commencer eux-mêmes après avoir leurs propres amis. Et réfléchir aussi aux petites choses qui peuvent faire une énorme différence aux enfants. Et je pense à un exemple d'une famille qui me parlait récemment, qui disait qu'ils avaient passé toute l'enfance en fait avec leur famille. Je pense à Dubaï où il faisait très chaud effectivement, et ils sont rentrés en France pendant l'hiver, et les enfants ne savaient pas, ne voulaient pas porter les gants, le bonnet, l'écharpe, et ça c'était difficile, ça crée des tensions tous les matins. Et jusqu'au printemps, où effectivement, ce même enfant ne voulait plus enlever les gants. Et donc, en tant que parents, on doit les accompagner et aussi beaucoup, je pense, appuyer sur l'école. Si on a la chance d'avoir une école où, au lieu de voir le retour d'un enfant ou le retour dans le système comme un déficit, vous avez quand même raté cette partie du programme, mais de valoriser ça. De dire effectivement, voilà, on a un enfant qui a eu ces expériences. Cette fois-ci, quand on va étudier cette matière, cet enfant va pouvoir présenter peut-être du pays là où il a vécu, là où il connaît. Et ça rend tout ça très intéressant. Et effectivement, c'est ça la beauté d'avoir été expatrié et de rentrer chez soi pour continuer à être fier de ça. Donc, si on a la chance d'être en partenariat avec l'école, effectivement, ça c'est ce que nous on essaye de faire avec nos familles, nos enfants, c'est vraiment de valoriser ce que chaque enfant va amener en fait dans son voyage de vie. Ouais. Et j'en profite pour vous poser tout de suite une question là qu'on a en ligne, et vraiment tous les autres qui nous écoutaient, n'hésitez pas, profitez-en pour poser vos questions, qui nous demandent s'il est plus facile de trouver une place en seconde et en sixième qu'en milieu de cycle. Ça dépend de l'école. Excusez-nous, mais je peux vous dire que à l'Ermitage à Maison Lafitte, on a toujours beaucoup plus gens qui veulent venir que dans les places. Et enfin, le plus tôt les élèves ils commencent, ils continuent dans l'école. Alors pour nous, on a des places en sixième. Mais enfin, on n'a pas beaucoup de place. La question, c'est de seconde. Sixième, normalement, c'est pas trop difficile, mais quand vous arrivez à seconde, ça dépend de l'école, mais c'est plus difficile. Et si je peux ajouter aussi la question avant, je voulais dire que les enfants plutôt sont adaptables, spécialement s'ils sont jeunes. Mais ce que je vois aux parents à l'Ermitage, c'est plutôt les parents qui s'inquiètent. Et they worry too much. Ils s'inquiètent trop, ouais. Ils s'inquiètent trop. Les enfants, ils sont à l'aise, ils vont à l'école, ils sont contents. Et souvent, c'est les parents, quand on passe du temps avec les parents, qui disent, bon, on a des soucis, c'est pas content, il fait pas Et alors, il faut que les parents, ils attendent un peu. C'est sûr qu'il y aura une période de transition. Mais normalement, les enfants, ils sont très adaptables. Et s'ils travaillent avec l'école, comme Martha l'a dit, normalement, on ne trouve pas qu'il y ait un problème de transition.
Et si jamais, parce que j'ai bien aimé l'histoire des gants là, et ça c'est bon, c'est pour les enfants, mais c'est finalement symboliquement c'est la même chose pour les parents. J'ai pas envie de mettre des gants parce que je reviens de Dubaï et que j'aimais Dubaï et que j'ai pas envie de rentrer de Dubaï et donc tant pis j'aurais froid mais je mettrai pas d'écharpe. Fernanda, en tant que coach, qu'est-ce que tu as comme conseil par rapport à quand on a vraiment pas envie de rentrer et que c'est une obligation, ou même on l'a choisi mais on ne sait pas quoi faire de cet amour qu'on a eu pour ce pays qui est devenu le nôtre, de cette nostalgie, et qu'on n'a juste pas envie que ce soit une parenthèse qui se ferme sans devenir. Oui. Alors, ce qu'on n'a pas évoqué là, c'est pas tout à fait, c'est il faut savoir partir aussi. C'est-à-dire que pour rentrer, alors juste très rapidement, il faut savoir quitter un pays, c'est-à-dire faire les choses qu'on n'a pas eu le temps de faire, dire au revoir à des lieux, à des gens, etc., etc. Et ça, c'est important pour que le retour soit plus facile. Et puis, pour moi, c'est vraiment se dire, c'est opportunité, vraiment partir sur un point positif. C'est opportunité, opportunité, opportunité. Rentrer, c'est aussi quelque chose de positif, d'extrêmement positif. C'est un espace, en fait, un nouvel espace de jeu, finalement, hein, comme quand on part en expatriation. Mais effectivement, il faut se préparer, il faut anticiper, il faut conscientiser un certain nombre de choses. Il faut travailler sur ses croyances, sur ses valeurs, sur tous ses atouts. Il faut revoir ses objectifs. Et encore une fois, se dire que c'est une chance inouïe de créer un nouveau chez soi. Voilà, et puis surtout, on a changé. C'est très positif, c'est-à-dire que c'est pas une parenthèse, c'est une continuité de vie. L'expatriation, c'est pas notre vie entre parenthèses. L'expatriation, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est qui on est et qu'on a cette possibilité de se réfléchir différemment. Moi, la dernière fois que je suis rentrée d'expat, je suis maman, j'étais salariée, alors je suis toujours maman, mais j'ai quitté mon entreprise, j'ai décidé effectivement d'être indépendante, d'être auto-entrepreneur, et ça, c'est peut-être quelque chose que j'aurais pas eu le courage de faire si j'avais pas eu tout ce temps pour me réfléchir, pour me penser différemment, et puis pour me dire go, c'est-à-dire j'ai été capable de beaucoup plus, j'ai vécu dans différents pays, etc. Mais aujourd'hui, c'est une opportunité. Pensez le retour comme une opportunité. Et c'est une très belle réponse. Merci Fernanda. Je vois tout autour de la table. On opine tous. Et on a une question en ligne de quelqu'un qui nous dit le retour peut-être, enfin c'est une question, c'est une remarque en même temps. Hein, le retour peut-être au moment de la retraite et ça c'est une double peine. Et ben tu réponds bien en fait. Oui, mais la retraite aussi est une opportunité. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on va faire de ce moment-là et comment on le construit en étant acteur. Et je reboucle avec le début, hein. Et comment est-ce qu'on l'a préparé depuis notre départ, en sachant que, d'après le baromètre, aujourd'hui, plus d'un tiers des gens partent en se disant qu'ils partent pour très longtemps. Un tiers partent en se disant on verra bien. Et seulement un tiers partent en se disant je pars pour 2 à 5 ans. En tout cas, je connais la durée de mon séjour. Donc ça explique bien aussi, je pense, les difficultés croissantes du retour, parce qu'on s'y est moins projeté, et donc voilà, de faire ce lien entre, c'est un projet, une opportunité qu'on laisse mûrir depuis le début, en lui laissant une place pour vous qui êtes encore un expat, vous peut-être qui êtes encore au début de votre expat, de vous dire que ça sera un nouveau moment de construction et pas se le projeter avec quelque chose qui fait qu'on se le projette depuis si longtemps que ça s'est un peu enquisté, comme c'est la fin de l'aventure. Donc merci Fernanda de nous rappeler que c'est le début d'une nouvelle aventure et j'en viens au mot de la fin, sauf si jamais vous qui nous écoutez, vous avez d'autres questions. Et je vais inviter chacun de notre panel avec chacune des couleurs et des points de vie qui le représentent à nous dire quel est votre conseil ou votre mot de la fin pour ceux qui nous écoutent et puis on terminera par quelques images de l'Ermitage parce que bon, vous y mettrez vos enfants, vous y mettrez pas. Les miens n'y étaient pas, mais en tout cas, ça fait rêver de voir qu'il existe des écoles à l'anglaise comme ça en France. Et voilà, ça nous montrera qu'il y a aussi des modes de vie un peu à l'international en France. Si on commençait par Stéphanie, oui, pour changer pour le mot de la fin. Le mot de la fin, ça reste
l'anticipation, à mon avis, pour, on va dire, réussir son retour en France. Il faut y réfléchir un petit peu avant, faire le point sur ses revenus, son patrimoine, les conséquences que le retour va avoir sur tout ça. Et c'est vrai que là, on a parlé de retraite, pas forcément dans la même dans la même lignée, mais ça aussi, c'est un enjeu, se poser les questions. Qu'est-ce qui s'est passé pendant mon expatriation sur le plan de la retraite? Où est-ce que j'ai cotisé? Qu'est-ce qui va changer quand je vais rentrer? Voilà, évidemment, on est dans des situations différentes, suivant qu'on est parti dans un gros groupe et qu'on a été couvert, enfin, que la couverture française a été continuée pendant la période d'expatriation ou pas. Mais ce sont des sujets qui vont revenir. Qu'est-ce qui se passe quand je reviens? Et puis une fois qu'on est en France, penser à tout ce qui a changé, justement. Est-ce que j'ai maintenant des comptes à l'étranger? Est-ce que j'ai eu de l'actionnariat salarié quand j'étais à l'étranger? Est-ce que je dois donc déclarer ces comptes à l'étranger? Pareil pour des contrats d'assurance vie. Est-ce que j'ai pris des contrats d'assurance vie quand j'étais à l'étranger? Quelles sont les conséquences quand je rentre en France? Voilà, il faut anticiper parce que il s'est passé des choses pendant cette période d'expatriation et donc c'est la continuité, c'est de rentrer, mais de réfléchir un peu en amont, à poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles seront les conséquences de mon retour en France pour éviter, comme toujours, les mauvaises surprises et les déconvenues, et pas hésiter lorsqu'on rentre dans une entreprise française à s'appuyer aussi sur l'entreprise pour poser les questions et essayer d'obtenir des informations et une assistance. Oui, c'est pas parce qu'on n'est plus expat qu'on peut pas demander des conseils au service mobilité internationale. Encore une chose bien pratique que je retiens. Merci beaucoup Stéphanie. Pour Martha et Jim, qu'est-ce que vous avez comme conseil tous les deux? Moi, je donne une réponse pas scolastique et je laisse Martha peut-être donner une réponse scolastique. Il y a une expression anglaise, rose-tinted spectacles. Je ne sais pas s'il y a la même expression en français. Ça veut dire que la France, quand vous avez parti, peut-être il y a des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et vous allez rappeler la France comme c'était quand vous avez parti. Mais bien sûr, comme toute la monde, peut-être il y aura des choses qui ont changé. Alors, quand vous revenez en France, il faut être près des choses qui ont changé. Soit dans les choses fiscales, bien sûr, parce que ça change tous les 6 mois. Les écoles aussi, il y a beaucoup de changements dans les choses scolastiques au moment. Et bien sûr, dans toutes les autres choses. Bon, très intéressant toutes les réponses. En fait, moi, je vais reprendre un peu le thème de, en fait, le retour, c'est aussi une étape d'un voyage, une continuation de ce voyage. C'est une opportunité même pour la famille de se sentir plus proche parce qu'ils ont eu cette expérience ensemble à l'étranger. Et là, il revient et c'est un peu une nouvelle aventure aussi. Et en fait, tel que j'ai fait avec les familles de notre école, moi, j'encourage vraiment de valoriser cette expérience, de garder les langues qu'on a apprises, de montrer les photos qu'on a prises et de voir comment cet voyage culturel peut continuer chez soi. Qu'est-ce que ça peut ouvrir? Et effectivement, c'est ça qui fait cette ouverture sur le monde, que là où on est, en fait, on peut être ouvert sur le monde. Donc, bonne chance, courage aux familles qui reviennent, ça va continuer. Là où on est, on peut être ouvert sur le monde. C'est une belle phrase, merci beaucoup. Jimanti? Alors moi, je vais faire la transition avec Martha. Effectivement, si vous avez la possibilité de faire toutes les recherches d'appartements, de maisons avec la famille, en famille, je pense que ça serait une très belle chose. Donc d'impliquer les enfants, effectivement faire les visites avec les enfants pour que les enfants se sentent chez eux, qui disent « Ah tiens, ça c'est ma chambre, tiens, c'est ta chambre, tiens, ça va être le salon, le canapé, on va le mettre là. » Donc les enfants, tout de suite, ils vont se sentir dans leur pays, chez soi, et ils vont pouvoir vous dire tiens, cette maison j'aime, cet appartement j'aime, celui-là j'aime pas, et donc c'est un choix familial avant tout. Et je pense que le succès et la réussite de l'expatriation, elle est là. Donc de trouver la maison en famille et de le valider ensemble. On sent l'expérience de mère de famille et pas seulement l'expérience professionnelle. Merci beaucoup, Jimanti. Fernanda, tu vas avoir une grosse mission parce que je vais te laisser conclure, mais en ajoutant 2 questions. Enfin, une question en fait, parce que nous avons une question sur les salaires, mais ça, je propose qu'elle reste dans le chat et on va y répondre parce qu'elle se raccroche plus vraiment au fil de l'intervention, même si elle est très importante, et donc ça, on va y répondre en direct à la personne qui l'a posée. Et en revanche, je pense que la question sur comment gérer son retour auprès de ses amis, parce que nous avons évolué, nous avons changé, et je rajouterais eux aussi sans doute, comment est-ce qu'on gère ça? Et avec ton mot de la fin, s'il te plaît. Ouais, je pense que
le mot de la fin, c'est l'ouverture, c'est-à-dire rentrer comme on est parti, avec cette curiosité, cette ouverture qu'on a quand on part. Et puis concernant ses amis, je vous dirais, ils vont avoir une curiosité de ce que vous avez vécu pendant un certain temps. Et puis après, ça va les, comme on dit grossièrement, ça va les gonfler un peu. Donc, il faut aussi accepter ça, c'est-à-dire que eux ont vécu des choses différentes, les partager avec eux, et puis quelquefois aussi, plutôt de les partager avec des gens qui ont vécu des choses similaires. Mais finalement, nos amis, c'est aussi l'histoire de vie, hein. C'est-à-dire il y a des amis qu'on gagne, il y a des amis qu'on perd, et puis des amis qu'on garde toute sa vie. C'est pas l'expatriation qui fera qu'on les perd ou alors qu'on en gagne très souvent, mais pas forcément qu'on en perd. Donc je pense que c'est tout simplement être ouvert à l'autre et continuer en fait. Continuer à être ce qu'on était, en tout cas par rapport à l'amitié. Ça change pas, je suis pas sûre que ça change grand-chose. Merci beaucoup Fernanda pour ces mots encourageants. Il y a un expat un jour qui m'a dit le problème de l'expatriation, c'est l'incommunicabilité de l'expérience. Bon, le mot n'est pas dans le dico, mais c'était un mot. En tout cas, c'est parlant. Et là encore, anticiper au maximum cette incommunicabilité, y compris pendant nos séjours de passage, etc. S'entraîner à raconter et à s'habituer à ce que, comme tu dis, Fernanda, ça n'intéresse pas forcément les foules, mais que c'est pas là-dessus, c'est pas sur notre spécificité qu'on va créer la relation avec l'autre, mais plutôt en se raccrochant à ce nœud de l'amitié. Voilà plein de choses. Je vous rappelle 3 petits guides que vous retrouverez sur le site Femmes Expat et qui seront précieux pour retrouver ces échanges, pour aller plus loin, pour pouvoir creuser la préparation de votre tour. Guide de la scolarité en France, donc avec plein de questions, notamment la comparaison des différents systèmes scolaires en profondeur, non pas tant dans les notes et les pourcentages de différentes matières à l'IB, mais surtout dans les valeurs, le projet pédagogique qui sous-tendent chacun de ces systèmes. Guide de la scolarité, de la carrière internationale pour tous ceux parmi vous qui vont devoir chercher un job au retour, qui soit le collaborateur, qui soit le conjoint, qui soit ni collaborateur ni conjoint d'ailleurs, ou qui reviennent au siège. Tout ça est bien détaillé dans ce guide Travailler à l'international. Et puis de façon plus générique, le guide du retour qui vous donne les checklists et plein de choses, notamment sur ce rapport avec les amis et la famille, comment se retrouver chez soi et faire partie du tiers des expats qui, j'espère, grâce à cette intervention, va devenir la moitié, qui trouve le retour plutôt facile. Merci beaucoup à notre super panel pour ces belles communications, ces informations pratiques et précieuses que vous nous avez transmises. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez regardés. N'hésitez pas encore à poser vos questions. Le panel sera encore avec nous pendant quelques temps, donc on vous répondra en direct. Ou sinon, comme vous avez vu tous leurs coordonnées, vous pouvez les contacter en direct. Et puis on finit, comme promis, avant le générique, par cette petite vidéo qui fait rêver sur l'Ermitage. À bientôt à tous. Thank you.